Salut la team, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, comme tous les dimanches, pour le live questions-réponses. Donc bienvenue à toutes et tous, celles aussi qui nous regardent en replay. Pour les personnes qui me découvrent depuis peu, je m'appelle Alexia Cornu, je suis coach holistique. Je m'occupe principalement des femmes puisque je suis spécialisée en physiologie féminine et mon objectif c'est d'apporter un accompagnement global qui inclut à la fois le sport, la nutrition, mais une nutrition santé, non pas une nutrition régime, et puis tout en tenant compte de la gestion du stress, du sommeil, de la charge mentale, pour pouvoir proposer des accompagnements globaux pour que les personnes prennent soin de leur santé, de leur corps et de leur tête aussi. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Tous les dimanches, je propose des rendez-vous questions-réponses comme ça, où je prends, ça dépend, des fois 15, 30, 45 minutes, ça dépend des questions qu'il y a, pour pouvoir vous apporter un maximum de réponses aux questions que vous vous posez. Donc j'ai noté les petites questions pour aujourd'hui et puis je vais les aborder. Et si vous avez d'autres questions pour les personnes qui me regardent en direct, n'hésitez pas à poster directement vos questions dans le chat, comme ça je les vois et j'y réponds directement. Ou alors pour les personnes qui regardent en replay, n'hésitez pas à poster vos questions en commentaire, comme ça je peux les noter pour le week-end prochain. Voilà, alors les questions pour aujourd'hui, on m'a parlé des hanches qui craquent, chewing-gum, on m'a demandé la whey protéine, courbature aussi et probiotiques. Donc on va vraiment aborder pas mal de sujets qui sont très variés aujourd'hui. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer. Donc je vais commencer par la première question qui m'avait été posée, c'est par rapport au fait d'avoir les articulations qui craquent quand vous faites des mouvements, des squats, ou là, c'était sur des fentes, je crois, qu'on m'avait posé la question. Donc soit les hanches, le genou, etc. Des fois, sur certains abdos aussi, on a les hanches qui craquent, etc. Donc il y a souvent des craquements qui sont très désagréable, mais où il n'y a pas de douleur associée. On sent vraiment que l'articulation vient craquer et que c'est pas forcément, on n'est pas en train de se disloquer ou de se déboîter. C'est vraiment l'articulation qui est très très raide et qui vient du coup craquer. Le meilleur conseil que je peux vous donner quand vous avez comme ça des craquements, ça va être de travailler sur la mobilité de différentes façons. Donc à la fois sur la mobilité avec du travail d'assouplissement, d'étirement, plus du travail fonctionnel, donc avec des enchaînements type ce qu'on peut faire des fois en yoga ou alors en stretching postural, pour venir travailler la mobilité de façon globale et aussi venir travailler en spécifique sur les muscles qui peuvent des fois, parce qu'ils sont très raides, venir mettre les articulations en tension et créer davantage de tension qui va engendrer aussi ces craquements. Donc pour les hanches, je vais recommander de faire de l'automassage avec des balles par exemple sur les fessiers, les hanches, de venir chercher les côtés, de bien venir travailler aussi avec des bâtons de massage sur le quadriceps, sur les adducteurs, faire du rouleau sur les mollets, les ischio-jambiers par exemple, travailler sur le IT band également pour les personnes qui ont les genoux qui craquent par exemple. Et donc de venir comme ça, à la fois travailler sur de la mobilité, donc du mouvement, dans le mouvement, pas forcément faire des étirements très très prolongés, mais plutôt des étirements en mouvement et de venir travailler sa souplesse de cette façon-là, dynamique, et aussi en parallèle du coup faire un travail d'automassage. Et c'est pas dit que les craquements partent à 100%, mais vous verrez une nette diminution de ces craquements-là si vous travaillez à la fois sur votre élasticité musculaire et à la fois sur votre souplesse au niveau de l'articulation. Donc voilà les deux conseils que j'ai à vous donner si vous avez les genoux, les hanches qui craquent régulièrement, en complément bien sûr du renforcement musculaire, mais pas miser que sur le renforcement musculaire, parce que ça peut venir d'une raideur articulaire. Et donc du coup, si vous faites que du renforcement musculaire, vous ne travaillez pas sur la mobilité, du coup vous n'aurez pas moins de craquements. Donc de vraiment faire ce travail à la fois de renforcement musculaire, à la fois de mobilité, d'étirement dynamique, stretching postural, etc. et à la fois d'automassage. Et en fait, c'est la combinaison des trois qui va permettre vraiment de libérer les articulations et de diminuer, voire de supprimer certains craquements. Voilà pour cette question. J'enchaîne avec une autre question qui était dans la catégorie plutôt sport, qui était par rapport aux courbatures. On m'a demandé, Alexia, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mauvais d'avoir des courbatures? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les courbatures, on a souvent cette idée de « Ah, c'est que j'ai bien travaillé si j'ai des courbatures ». Mon approche, moi, c'est que vous pouvez avoir fait une excellente séance et ne pas avoir de courbatures.
comme vous pouvez avoir des courbatures et pas forcément avoir fait une très bonne séance. Et c'est valable dans les deux sens. Donc par rapport aux courbatures, ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est qu'est-ce que c'est qu'une courbature. Quand vous faites du renforcement musculaire ou du cardio ou des sports avec ou sans impact, ça va vraiment dépendre de l'intensité et de votre niveau à vous. Par exemple, une personne qui n'a pas fait de sport pendant très longtemps, qui va faire un peu d'étirement, un petit peu de renforcement musculaire, même sans impact, même très léger, peut avoir beaucoup de courbatures. Parce qu'en fait, les courbatures, ça correspond à des micro-lésions, des petites déchirures dans le muscle, qui ne sont pas très importantes en soi, et ce qui n'est pas grave non plus en soi, puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que le muscle va venir se réparer, il va se réparer plus fort que ce qu'il était précédemment. Donc, admettons que vous n'avez pas fait de sport pendant très longtemps, votre fibre musculaire, elle va être très peu élastique. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de raideur, mais clairement, quand vous n'avez pas fait de sport depuis longtemps, la fibre musculaire, elle est très très raide. Donc, vous sentez raide, mais votre fibre musculaire est raide. Je compare souvent ça à un maillot de bain qu'on a mis au placard pendant 5 ans. On le ressort, on tire dessus. Le truc est tellement raide qu'il n'y a plus d'élasticité. Donc, vous tirez une fois dessus et il n'y a plus rien, quoi. Le truc éclate. C'est un peu pareil avec votre... Bon, il éclate pas, hein. On est quand même un peu mieux fait que ça. Mais dans l'idée, si vous ne faites pas de sport pendant très longtemps, le muscle devient raide. Vu qu'il devient raide, dès qu'on le refait un peu bosser, donc soit du renforcement, mais même des assouplissements, il va venir se fissurer. Vu qu'il vient se fissurer, il se répare. Et quand il se répare plus fort que ce qu'il était avant, donc cool. Mais ces micro-lésions, le moment où en fait elles viennent se réparer, donc en fait le sang ensuite vient réparer les petites lésions en gros, et c'est à ce moment-là où on a les douleurs. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui vont avoir mal dans les 24 heures et d'autres personnes elles ont mal au bout de 3 jours, parce qu'en fait en fonction de votre circulation sanguine, vous n'allez pas vous réparer à la même vitesse et donc du coup vous allez avoir la douleur au moment où vous vous réparez. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros c'est un peu comme ça que ça fonctionne en termes d'image. Donc vous pouvez très bien ne pas avoir fait de sport depuis très longtemps, faire une activité qui est très douce, mais vu que le muscle est tellement raide qu'il se fissure et que du coup vous avez quand même des courbatures. Alors que vous pouvez avoir fait une séance qui est très difficile, mais derrière votre fibre musculaire elle est bien élastique, elle est bien entraînée et du coup elle craque pas, fissure pas, donc pas de courbature alors que vous avez fait une très bonne séance. Après les athlètes, ils vont toujours chercher la limite et donc c'est là où ils rajoutent beaucoup d'impact, beaucoup de travail pliométrique, etc. pour vraiment aller chercher volontairement aller casser de la fibre musculaire pour augmenter la résistance du muscle. Moi, que ce soit dans mes programmes ou dans mon approche, on est sur du sport, santé, bien-être, on n'est pas sur de la performance, on n'est pas sur quelque chose de très impactant ou de très difficile. On est là pour se faire du bien et on n'est pas là pour aller chercher de la performance. Donc, c'est très fréquent que les personnes qui viennent avec moi, qui n'ont pas fait de sport pendant 10 ans, 20 ans, même sur des mouvements très doux, sans impact, ils ont quelques courbatures et puis en fait au bout d'un moment il n'y en a plus. Ou alors des fois on arrête pendant une semaine ou deux parce que voilà on va en vacances, etc. On reprend, il y a eu un peu de raideur qui s'est installée et donc quand on reprend on a des courbatures. Donc en soi, quand vous avez des courbatures, votre muscle va se réparer plus fort qu'il ne l'était. Donc c'est pas grave. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez quand même avoir fait une excellente séance, ne pas avoir de courbature et c'est aussi ok. Donc pour moi, c'est ni bon ni mauvais. C'est juste symptomatique de est-ce que votre muscle il est suffisamment élastique ou pas. Est-ce que en termes d'impact, vous êtes allé sur quelque chose de très violent ou pas. Et en fait, ça s'ajuste. Mais on peut faire des trucs absolument pas violents et quand même en avoir si on n'a pas fait de sport depuis longtemps, par exemple. Maintenant, une fois que les courbatures sont là, la chose la plus importante c'est de bouger parce que en fait pour réparer la fibre musculaire qui a été endommagée, il va falloir qu'il y ait une bonne circulation sanguine, une bonne circulation des fluides. Donc le fait de marcher, d'aller nager, d'être dans le mouvement, de bouger, c'est très bien. Par rapport aux étirements, quand vous avez des courbatures, ne faites pas des étirements prolongés, très intenses. Par contre, vous pouvez faire du travail de mobilité, donc des étirements dynamiques sans forcer. Ça, il n'y a pas de souci parce que ça va aider justement la récupération, ça va faire circuler le sang, donc c'est très bien. Maintenant, si vous faites des étirements très prolongés, par exemple des étirements où vous cherchez la souplesse, vous allez vraiment chercher la limite alors que vous avez des courbatures, vous risquez plutôt d'augmenter les petites fissures qu'autre chose et donc de prolonger le temps de récupération de vos muscles. D'accord ? Donc je vais plutôt vous dire les étirements, pas de souci à partir du moment où c'est dynamique et que c'est pas forcé. Les étirements forcés, ne pas les faire quand vous avez des courbatures, quand vous cherchez à faire un grand écart ou à augmenter votre souplesse, pour les personnes qui font beaucoup de yoga, etc., de ne pas le faire sur des courbatures. De bien vous hydrater,
apporter beaucoup de liquide pour avoir une meilleure circulation des fluides, c'est important. Donc beaucoup d'hydratation avec de l'eau uniquement et de l'eau plate sans saveur, j'insiste. Évitez, si vous avez beaucoup de courbatures, ce qui va vous déshydrater parce que ça va ne faire qu'augmenter ça. Donc on évite de boire trop de thé, trop de café et on évite l'alcool. Si vous avez fait une séance où vous vous dites « Ouh là là, à la fin de la séance, je vais sûrement avoir des courbatures parce que je le sens déjà », n'allez pas boire de l'alcool derrière, ça va vous fracasser parce que ça va avoir tendance à vous déshydrater et donc vous allez mettre plus longtemps à récupérer. Donc il vaut mieux boire de l'eau. Et je sais que souvent on dit une petite bière et tout après le sport, etc. Moi je le conseille pas parce qu'il y a de l'alcool dedans. Oui, la levure très intéressante pour la récupération musculaire, mais pas l'alcool. L'alcool très mauvais pour la récupération musculaire. Donc prenez éventuellement de la levure, mais pas de la bière. Donc voilà ce que j'ai à en dire. Pour faire du préventif, pour éviter d'avoir des courbatures, de continuer de travailler votre mobilité, d'avoir une bonne souplesse, très important. Voilà, quand vous reprenez le sport après une pause, d'y aller progressivement en douceur, de ne pas reprendre trop fort. Voilà, en gros, je pense que j'ai fait le tour des conseils. Et oui, dernière chose, l'alimentation aussi, en récupération, très importante. Votre muscle, après l'effort, il a besoin de glucides et de protéines. Donc, protéines qui contiennent les acides aminés et qui vont permettre de synthétiser la masse musculaire, donc très intéressant. Et les glucides aussi, puisque c'est l'énergie. Et quand vous faites de l'activité physique, en fait, vous consommez des glucides, donc c'est important aussi de rapporter. Les glucides, c'est tout ce qui est de la famille des sucres, entre guillemets. Donc, il y en a des plus ou moins qualitatifs. Moi, je vais vous recommander plutôt les pois chiches, les lentilles, les haricots, le quinoa, voilà, ce type de glucides-là. Et puis, pour les protéines, on part sur de la protéine naturelle et non pas, pas besoin de whey protein. D'ailleurs, c'est une question qui m'a été posée, je vais vous en parler après. Mais protéines naturelles, donc vous en avez dans les pois chiches, enfin tout ce qui est légumineuses, pois chiches, lentilles, haricots, vous en avez aussi dans tout ce qui est céréales. Donc dans le quinoa, vous avez aussi des protéines végétales. Vous avez également des protéines dans les œufs, dans le poisson, dans la viande. Vous avez des protéines dans les noix, les amandes, les graines. Voilà, graines de chia, graines de courge, etc. Donc, c'est d'avoir des glucides et des protéines très importants en récupération après l'effort pour éviter d'avoir aussi trop de courbatures. J'ai des personnes qui font du sport toute l'année, qui sont bien entraînées, s'hydratent bien, mais en fait qui ne mangent pas suffisamment après l'effort et qui du coup ont des courbatures toute l'année. C'est pas normal. Normalement, vous avez des courbatures quand vous êtes en reprise, vous avez des courbatures quand vous faites des grosses séances qui changent. Mais vous n'êtes pas censé avoir des courbatures tout le temps si vous vous entraînez toute l'année. Donc voilà, soyez vigilants à ça. Ensuite, j'ai une question. Bonjour, moi j'ai une périatrite, j'ai peur de reprendre le sport, je ne sais pas comment. En douceur, recommence par du renforcement musculaire très doux, reprends par de la marche, reprends vraiment par des choses très simples. Pour les personnes qui veulent reprendre le sport avec un protocole en douceur et un accompagnement, j'ai Easy Start que vous pouvez retrouver sur mon site internet, qui a un protocole de 2 mois avec un accompagnement au jour le jour. Pendant 2 mois, en fait, vous réfléchissez pas. Tous les matins, je vous envoie un email avec votre séance. Et vous êtes sur des rails pendant 2 mois et je vous accompagne aussi avec des lives pour vous coacher. Donc ça, moi, pour les débutants, c'est vraiment ce que je recommande. Et ensuite, Alexia, est-ce que un défaut de couverture des têtes de fémur qui peut être à l'origine des craquements des hanches, ça n'a rien à voir? Oui, alors après, il y a certaines personnes qui vont avoir du coup des problèmes de cartilage, des problèmes au niveau osseux, etc., qui vont faire qu'il y ait des craquements. C'est encore autre chose. Moi, les conseils que je vous ai partagés, c'est si les craquements sont dus en fait à une raideur articulaire, un manque de souplesse, de mobilité, vous pouvez le résoudre. Après, si vous avez des défauts par rapport à la tête du fémur, etc., là, je pense que le mieux, c'est quand même d'aller voir un kiné, un médecin qui vous fasse, qui vous teste déjà avant de faire tout ce qui est coûteux comme IRM, radio, etc. Déjà, juste le kiné, en testant, va pouvoir vous donner une idée un petit peu de ça, ou un médecin du sport aussi, et à voir si c'est quelque chose. Mais dans tous les cas, je pars quand même du principe où même s'il y a un défaut, on peut toujours, entre guillemets, améliorer le confort, on peut toujours diminuer les effets négatifs. Donc je pense que quoi qu'il arrive, il y a toujours quand même quelque chose à faire pour améliorer le confort de la personne. Je regarde rapidement si j'ai pas loupé des questions dans le déroulé. Tac. Je suis désolée, j'avais mis en pause. Merci pour le live, avec plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors,
question. Tac, tac, tac. Est-il bien de s'étirer après une séance de sport? Alors, oui et non. C'est-à-dire que après une séance avec beaucoup d'impact, une séance qui est très intense, le mieux c'est de faire un petit peu de travail de mobilité, juste pour détendre un peu les muscles, ou éventuellement un petit peu de rouleau, un petit peu d'automassage, mais très léger si c'est une séance qui a été très difficile, de ne pas forcément trop forcer. Moi je fais toujours à la fin des séances, je fais toujours un peu de mobilité. Juste déjà le retour au calme, de se reposer, de respirer, voilà, la séance est terminée. Moi j'aime bien toujours commencer par un échauffement et terminer par un retour au calme. Je construis toujours mes séances comme ça. Et je pense que c'est important. Moi j'aime pas quand je vais dans des fois je vais dans des salles, tout ça, j'aime bien essayer plein de choses différentes. Et on rentre tout de suite dans le dur, à fond, à fond, à fond. Et puis à la fin, tout le monde est dégoulinant, transpirant et tout. Et merci, au revoir. Je trouve qu'il manque un truc. Donc moi je construis pas mes séances comme ça, je construis toujours une montée progressive de l'intensité, c'est hyper important déjà pour mettre en alerte tout le corps, pour voilà, envoyer des signaux au cerveau en disant bah voilà, on va mettre le corps en action, on se prépare, ce qui permet que tout le corps se met en alerte, donc il y a moins de risque de blessure. Ça permet aussi de préparer, de faire une petite mise en route au niveau du système cardiovasculaire pour ensuite pouvoir avoir une montée en intensité progressive. Et puis bah pareil, moi je trouve que c'est important de faire un petit retour au calme. Par contre, si vous avez fait une séance qui est très très douce, de finir par des étirements lents où on reste dans la position assez longtemps, il n'y a pas vraiment de souci. Après, si c'est une séance où il y a eu pas mal d'impact, où il y a des risques de courbature parce qu'il y a des risques de lésions dues à des petites déchirures comme je vous expliquais tout à l'heure, dans ce cas-là, clairement, on n'insiste pas. On fait un peu de mobilité, éventuellement un peu d'automassage et voilà. Mais c'est à ajuster en fait en fonction de l'intensité. Rosine, je suis en décalé sur mes séances. Je n'ai pas fait cette semaine, donc semaine 5 Easy Start. Que conseilles-tu pour rattraper mon retard, me mettre à jour? Eh ben, de pas te mettre la pression déjà. Quand vous avez un plan d'entraînement et que ça se décale dans le temps, clairement, de ne pas vous mettre la pression, de prendre votre agenda et de vous dire ok, j'en suis à telle séance, bah comment j'organise ma semaine? Et de pas se stresser et de prendre votre agenda et dire bah cette semaine, à quel moment je peux faire mes séances? Et donc en fait, en casant tes séances dans la semaine, tu vas vite pouvoir voir est-ce que tu rattrapes un petit peu ton retard ou pas du tout, juste tu te recales même si tu rattrapes pas le retard et c'est pas gênant. De toute façon, que ce soit abdos périnée ou Easy Start, les séances, vous les avez accessibles à vie dans mes programmes. Donc même si vous vous décalez un petit peu dans le temps, c'est absolument pas un problème puisque même quand le programme arrive entre guillemets à sa fin, vous gardez toutes les séances, donc vous pouvez continuer de les faire, de les refaire, de les rattraper. Et là-dessus, il y a vraiment aucun souci, Rosine. Donc t'inquiète pas. Je regarde si j'ai d'autres questions. Non, pas ici. Alors, je vais regarder mes autres questions qui m'avaient été posées. Je vous en ai parlé tout à l'heure. On m'a parlé de la whey protéine. Donc, c'est la protéine en poudre. Alors, moi, je suis contre les compléments alimentaires ou en tout cas vraiment en dernier recours. C'est-à-dire que je pense que clairement, avec une alimentation équilibrée, et quand on est dans ce que je fais, c'est-à-dire du sport santé, on fait du sport pour prendre soin de soi, pour ne pas avoir de douleur, pour se sentir tonique, pour avoir un poids qui est entre guillemets stable, sans chercher un poids de forme, sans chercher forcément de perdre beaucoup de poids, etc. Mais juste se sentir bien, tonique, avec de l'énergie, etc. Donc du sport santé, si je la fais courte. Quand vous êtes dans cet objectif-là, je ne vois pas du tout l'intérêt d'aller prendre de la whey en protéines, par exemple. Je pense que même les personnes qui sont véganes ou végétariennes, moi c'est mon cas, je suis flexitarienne, donc 80% du temps je mange végétarien et j'ai aucun problème d'apport en protéines, j'en mange à tous les repas parce que comme je disais tout à l'heure, il y a des protéines dans les légumineuses, il y a des protéines dans les céréales, il y a des protéines dans tout ce qui est graines, donc en fait on peut sans problème avoir des apports en protéines à chaque repas sans manger de viande ou de poisson. Là-dessus déjà il n'y a pas de souci. Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'aller chercher dans des vrais aliments les nutriments où le corps va être beaucoup plus à même de bien les assimiler et va se nourrir aussi de tout ce que ça va apporter plutôt que d'aller se complémenter avec des poudres. Donc pour les personnes qui sont dans un programme avec de la compétition derrière, vraiment des objectifs de sèche, etc., pourquoi pas, les gens font ce qu'ils veulent avec leur santé.
Mais quand vous êtes dans un objectif de sport santé, de bien-être, d'apporter des nutriments pour avoir de l'énergie au quotidien et de vous sentir bien dans votre corps, pour moi, vous n'avez absolument pas besoin de whey dans votre alimentation. Vous n'avez pas besoin de compléments alimentaires en protéines, en tout cas, dans votre alimentation. Même pour les personnes qui sont végétariennes, pour les personnes qui sont véganes, je vais juste vous dire de bien vous former sur tous vos besoins nutritionnels et de ne pas faire n'importe quoi. Voilà, juste pour votre santé. Mais c'est totalement faisable. C'est juste que quand on retire vraiment tout ce qui est d'origine animale, mais à 100%, c'est important de savoir comment est-ce qu'on va trouver les bons acides aminés, etc. Donc, mais voilà, c'est totalement faisable pour moi sans whey protéine, en tout cas pour les personnes qui sont dans un objectif de bien-être. Là, la personne qui m'a demandé la whey... c'était pour un objectif de se tonifier. Voilà, moi j'estime que les filles qui sont dans mes programmes, elles se tonifient et elles ne prennent pas de compléments alimentaires en whey, elles mangent sainement. Les recettes qu'on leur propose avec Bérangère, qui est la coach recette IGBA sur la plateforme, et en soi, elles se tonifient et elles perdent tranquillement de la masse grasse sans se mettre au régime et ça fonctionne très très bien. Donc je vais plutôt vous sensibiliser à ça. Même si ce que les gens n'ont pas envie d'entendre. Parce que les gens, ils ont envie d'entendre, tu fais ça, c'est très strict, tu vas en baver et tu vas souffrir, donc tu vas être belle. Enfin, des fois, on est dans des injonctions parce que on se dit qu'en fait, on peut pas juste manger des trucs bons, sains, faire du sport où on n'est pas en train de mourir à la fin de la séance et avoir des résultats. Alors qu'en fait, si, clairement. Moi, c'est ce que je fais dans mes programmes et les personnes ont des résultats et ne souffrent pas et mangent normalement. Donc, c'est totalement faisable, mais c'est pas vraiment des fois ce que les gens veulent entendre. Les gens, ils veulent entendre des trucs où, voilà, ils vont souffrir, etc. Mais c'est pas du tout mon approche. Et j'ai des super résultats. Donc ça fonctionne aussi comme ça. J'ai Chantal qui me dit je m'étire tous les matins au lever avec des assouplissements et je me sens super bien pour attaquer la journée. Bah oui, c'est super de s'échauffer en début de journée au pied du lit. C'est excellent ce que tu fais et si vous avez, même si c'est 5-10 minutes, franchement, si vous pouvez prendre ça dans votre petite routine matinale pour vous faire du bien, ça a vraiment un super impact sur votre énergie ensuite. Avec plaisir, Lilou, d'avoir répondu à ta question. On m'avait posé la question si j'étais pour ou contre les chewing-gums. Bah contre, du coup. Clairement, parce qu'en fait, ça va vous faire saliver, vous allez avoir du goût dans la bouche toute la journée. Pour moi, c'est voilà. Sur le côté, le fait de saliver, il faut savoir que quand vous mastiquez et que quand vous avez la salive, et la mastication, c'est quand même la première étape de la digestion. Donc ça veut dire que quand vous mangez un chewing-gum toute l'après-midi, en fait, votre corps, techniquement, il est quand même en train de se préparer à digérer, en fait, et il y a un processus quand même de digestion. Donc vous mettez pas, en fait, vos organes au repos, donc vous êtes tout le temps en train de les solliciter, donc vous les fatiguez. Donc quand vous donnez des vrais aliments, ça tourne au ralenti, donc vous digérez mal, donc après vous êtes fatigué, et puis vous n'avez pas une bonne digestion, vous n'êtes pas confortable. Donc je déconseille de manger des chewing-gums. Si ça en est un de temps en temps, franchement, on s'en fout. Mais si c'est quelque chose, là, la personne m'avait dit, moi, à chaque fois que je monte dans ma voiture, je prends un chewing-gum. Et c'est vraiment d'arrêter ça. Donc, ne mettez pas les chewing-gums sous le nez. Mettez-les au fond du sac à main. Oubliez-les. De temps en temps, si vous en voulez un, prenez-le. Mais ça me fait penser à une autre question qui m'a été posée, c'était la semaine dernière. On m'avait demandé, j'avais pas répondu, mais c'était... parce que j'ai pas énormément de choses à partager là-dessus, mais c'était en rapport avec le chewing-gum, c'était en gros comment avoir une bonne haleine sans consommer de chewing-gum. C'était un peu le même rapport. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est un truc que je fais et que je trouve génial. J'ai découvert ça aux États-Unis, mais ça existe totalement en France. C'est les... je sais plus le nom, ça se trouve, vous allez le retrouver, vous allez me le mettre dans le chat. Mais c'est pour vous nettoyer les dents avec un petit jet. Et en fait, ça fait un peu comme du fil dentaire. Mais moi, le fil dentaire, à chaque fois, ça me fait saigner les gencives et tout. Et j'aime pas du tout le fil dentaire. Mais par contre, c'est un petit jet qui est assez rapide. Et qui, en fait, va vraiment... On passe dans la bouche. Après s'être brossé les dents, on passe avec le jet. Et ça va vraiment super bien nettoyer. Et donc, je trouve que pour les personnes qui m'avaient posé la question par rapport à l'haleine, du coup, je vais peut-être recommander d'utiliser soit du fil dentaire, soit ce petit nettoyant / jet d'eau. En plus, brosse à dents.
Voilà. Enfin, en tout cas, je vous parle de ça, c'est absolument pas... C'est juste ce que moi je fais, en fait, tout simplement. Qu'est-ce que manger normalement pour moi? Déjà, manger normalement, c'est écouter sa satiété, manger à sa faim. Ça, c'est voilà. Et manger de tout. Pour moi, manger normalement, c'est manger de tout. S'assurer qu'à chaque repas, vous avez des légumes dans chaque assiette. Peu importe si vous faites 2, 3, 4 repas par jour. Peu importe. Il y a des personnes qui vont faire collation, donc qui vont être à 4 repas par jour. Il y a d'autres personnes qui vont faire du jeûne intermittent, qui vont être 2 repas par jour. Donc après, les quantités, si vous en faites 2, c'est des 2 gros repas. Si vous en faites 4, c'est 4 petits repas. Mais déjà, de manger à sa faim. Très important, de manger de tout. Donc des légumes dans chaque assiette parce que c'est hyper important. Maintenant, les légumes, ça ne nourrit pas. Donc ça doit représenter la moitié de votre assiette. Mais l'autre moitié, il faut des macronutriments. Donc ce qui va apporter comme son nom l'indique, des macronutriments. Donc des choses avec de l'énergie pour votre muscle, pour votre cerveau, pour votre corps, pour son bon fonctionnement. Et donc dans ces macronutriments, on a les protéines, les lipides et les glucides. Donc voilà, et ça c'est hyper important. Pour les personnes qui veulent aller plus loin là-dedans, j'ai écrit un e-book où j'explique un peu plus ça. J'ai des conférences aussi gratuites dans mon espace découverte qui est gratuit. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à tout le contenu gratuit où je vous parle de comment créer une assiette saine, comment vous avez aussi des recettes, donc ça vous donne une idée de composition. Mais voilà, pour moi, manger normalement, c'est que ce soit 2, 3, 4 repas, mais c'est de manger à sa faim en fonction de ce qu'on aime et de ses besoins, et d'avoir systématiquement des légumes et d'avoir systématiquement les macronutriments. Et de ne pas suivre des trucs débiles à la mode, etc. De ne pas rentrer dans des extrêmes. Les compléments alimentaires, comme leur nom l'indique, c'est en complément, c'est pas à la place. Donc pour moi, l'alimentation normale, c'est de manger de tout et des aliments les plus proches possibles de leur état d'origine. Éviter de manger des aliments qui sont transformés, des poudres, voilà. Je dis souvent, essayez de voir est-ce que l'aliment a poussé dans un champ, dans un arbre, etc. ou pas. Les pâtes ne poussent pas dans les champs, le pain ne pousse pas dans les champs. Donc, ce sont des aliments qui sont transformés. Est-ce que vous ne pouvez pas remplacer ça par des aliments qui sont plus proches de leur version d'origine? Enfin voilà, de toujours se poser la question, d'essayer de manger vrai, c'est de manger vivant. Donc quand je dis manger vivant, c'est manger des végétaux, enfin voilà, des choses qui sont pas dans du plastique ou séchées quoi. Donc voilà. J'espère que ça répond à ta question, mais si le sujet vous intéresse au niveau de l'alimentation et que vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à aller voir ma conférence gratuite dans l'espace découverte que vous pouvez retrouver en cliquant sur ma page Instagram. Et merci Hydropulseur pour... Vous êtes trop fort, il y en a plein qui ont répondu. Donc effectivement, Hydropulseur dentaire, vous êtes trop chou. Donc c'est bien ça que j'utilise moi pour les dents et franchement je trouve ça génial. Je sais pas s'il y en a d'autres qui utilisent, mais j'ai découvert ça hyper tard et vraiment je trouve que ça fait une grosse différence au niveau de l'hygiène dentaire. Donc si ça peut vous éviter de manger des chewing-gums, n'hésitez pas, ce sera toujours une bonne idée. Voilà, la whey protein, j'en ai parlé, les courbatures, j'en ai parlé. Dernière question qui m'avait été posée aujourd'hui, c'était par rapport aux probiotiques. Est-ce que les probiotiques sont bénéfiques? Oui, les probiotiques peuvent être bénéfiques. Maintenant, ce que j'ai envie de vous dire sur les probiotiques, c'est que pour moi, ils rentrent dans la catégorie des compléments alimentaires. Donc ça ne doit pas remplacer une alimentation saine et une alimentation équilibrée où vous mangez de tout justement, mais dans certains cas en fait si on a trop d'alimentation transformée, si on a trop abusé sur des aliments qui sont peu nutritifs, qui sont trop transformés, etc., on peut avoir tendance à appauvrir son microbiote et en fait à perdre nos bonnes bactéries. Les bonnes bactéries permettent une bonne digestion, une bonne santé intestinale également. Et donc le fait d'endommager son microbiote peut générer derrière des problèmes digestifs, de l'inconfort, des gaz, vraiment des intolérances aussi. On peut développer des intolérances parce qu'on a un microbiote qui ne fonctionne plus, parce qu'il est plus riche en bonnes bactéries. Enfin voilà, c'est ce genre de choses qui arrivent. Surtout avec notre alimentation moderne. C'est totalement possible de switcher ça, donc de le changer. Donc là-dessus, pas de souci, pas d'inquiétude. Si vous êtes arrivé à un stade où en fait vous mangez du pain et direct vous gonflez, vous digérez plus, vous êtes malade, pareil avec des pâtes, des choses comme ça, ça veut pas dire que vous pourrez plus jamais en manger à vie, mais ça veut juste dire que là, vous avez vraiment besoin de revenir sur des aliments qui ne sont pas transformés pour réapporter de la santé, assainir en fait
votre microbiote. Et là, en premier, d'abord, toujours, on soigne par l'alimentation. Donc d'abord, on va manger équilibré, on va recuisiner soi-même, on va faire attention au choix des aliments, etc., les choix de l'assaisonnement, essayer d'avoir vraiment des belles assiettes qui sont riches en végétaux, mais voilà, avec vraiment beaucoup de bons nutriments. Et puis, en parallèle, vous pouvez compléter avec un peu de probiotiques. Les probiotiques vont permettre d'amener du coup des bactéries qui vont permettre de venir soutenir ça. Attention, si vous êtes vraiment hyper inflammé, c'est absolument pas le bon moment de prendre des probiotiques. D'abord, une alimentation, on soigne avec l'alimentation, et ensuite, on peut prendre des probiotiques. Donc là-dessus, vous pouvez. Et essayer au maximum d'être sur des probiotiques naturels. Donc probiotiques de type du kéfir, ça peut être du skyr, ou ça peut être, ce qui est pas mal aussi, ça va être tout ce qui est les petites graines germées. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre en probiotiques? Ouais, kéfir, enfin skyr, kéfir, enfin voilà. Mais d'essayer d'être sur des... Ça m'échappe un peu. Mais d'essayer d'être sur des probiotiques les plus naturels possibles. Avant d'aller sur des probiotiques en cachet, achetés en pharmacie, où c'est de la poudre, etc. Qui peuvent aussi être intéressants. Mais toujours, d'abord, dans un premier temps, la version... Voilà, kombucha, merci, c'est ça que je cherchais. Kombucha. Donc, essayez toujours d'être sur... d'abord, des aliments vrais, voilà, naturels le plus possible, avant d'aller sur des aliments qui vont être en poudre. Voilà la team. J'espère que ça répond bien à vos questions, que ça vous donne des éléments de réflexion, que voilà, les sujets qu'on a vus là ensemble vous permettent d'y voir un petit peu plus clair. Et puis un peu plus voilà, du vrai du faux, parce que je sais que des fois on entend beaucoup de choses, et dans ce qu'on entend des fois on est un petit peu perdu de se dire mais j'ai entendu ça mais j'ai aussi entendu l'inverse, etc. Donc moi ce que j'essaye c'est de... En général, quand vous entendez un truc et son inverse, il n'y en a aucun des deux qui est totalement faux. Mais il y a toujours un peu de vrai des deux côtés. Donc après, c'est juste de savoir qu'est-ce qui est vrai d'un côté, qu'est-ce qui est vrai de l'autre, qu'est-ce qui est faux d'un côté, qu'est-ce qui est faux de l'autre. Mais à partir du moment en général où c'est des extrêmes, et c'est jamais blanc ou noir, quoi. Il y a toujours un juste milieu. Donc moi ce que j'essaye c'est d'essayer de vous donner un peu les éléments pour dire ok, bah ça c'est pas aussi extrême que ça mais il y a du vrai, ça c'est pas aussi extrême que ça mais il y a aussi du vrai, et puis il y a un entre-deux qui en fonction des personnes du coup va être plus ou moins intéressant. Donc voilà, comme ça en tout cas que j'essaye de vous aider au maximum, et j'espère que ça vous aide. Voilà la team. En tout cas, si vous avez envie d'aller plus loin, de retrouver mes programmes, allez jeter un coup d'œil sur mon site internet. On m'a demandé quand est-ce que reprenez là les programmes abdominaux périnée Easy Start. Ça va être début mars, donc pas de lancement en février. Je m'occupe, je chouchoute ceux qui sont en ce moment dans les programmes, et en fait je réouvre les portes d'Easy Start et d'abdominaux périnée début mars. En attendant, la plateforme est ouverte, donc vous pouvez venir découvrir tout ce que je propose niveau nutrition, bien-être et sport sur la plateforme, et vous pouvez aussi aller jeter un coup d'œil à l'espace découverte qui est un espace gratuit. Voilà la team, je vous souhaite un très bon dimanche, prenez bien soin de vous. Si vous avez des questions, envoyez-les moi pour la semaine prochaine, et puis je vous donne rendez-vous dimanche prochain, voilà, sûrement le matin. Là je pouvais pas malheureusement ce matin, enfin malheureusement oui et non, parce qu'au final on se voit quand même, et moi ça m'a permis aussi de pouvoir profiter un petit peu. J'avais de la visite ce week-end, donc de pouvoir profiter un petit peu, et puis prenez bien soin de vous surtout. Voilà, je vous embrasse, bisous.